légitimité du processus révolutionnaire cubain, du manque de légitimité du gouvernement de La Havane. Le problème, c'est que quand les médias assènent un tel postulat, ils ne le confrontent jamais avec la réalité des chiffres et la réalité des statistiques. Pourtant, les statistiques concernant l'émigration cubaine existent pour la période allant de 1820 à 2004. Donc on peut effectuer aisément une comparaison. Quand on effectue cette comparaison, ça remet bien évidemment rapidement en cause le postulat de départ. Prenons les statistiques de 1959. Avant 1959, donc Cuba était un petit pays de 6 millions d'habitants, et occupait, ce pays de 6 millions d'habitants, occupait le second rang du continent américain en termes d'émissions migratoires vers les États-Unis. Les États-Unis imposent des sanctions économiques à Cuba, donc il s'agit là du premier facteur objectif d'incitation à l'émigration. Étant donné que la situation économique cubaine devient plus difficile, il y a donc une certaine propension de la population à être tentée par l'émigration. En 1966, en novembre 1966, le Congrès des États-Unis a adopté ce que l'on appelle la loi d'ajustement cubain, alors qui est une législation spéciale, une loi très courte, d'une page et demie, si ma mémoire est bonne, qui stipule que tout Cubain qui entre légalement ou illégalement aux États-Unis le 1er janvier 1959 ou après, obtient automatiquement, au bout d'un an, le statut de résident permanent, l'accès, une aide pour trouver un travail et une aide pour trouver un logement. Alors il s'agit là bien évidemment d'un formidable facteur objectif d'incitation à l'émigration illégale. Au vu de cette réalité, prenons la réalité des dernières statistiques, la réalité de l'émigration cubaine pour 2006, donc les derniers chiffres de 2006. On pourrait penser qu'au vu de la situation pré-révolutionnaire de 1959, second rang, sur le continent américain, au vu de la réalité des sanctions économiques imposées, qui constituent un premier facteur d'incitation à l'émigration, au vu de la loi d'ajustement cubain, unique au monde, qui constitue un second facteur d'incitation à l'émigration illégale, on pourrait donc penser que Cuba a dépassé désormais le Mexique et occupe le premier rang. Eh bien, il n'en est rien, selon la réalité des chiffres. Cuba n'occupe pas le premier rang, c'est toujours le Mexique qui occupe le premier rang pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment. Cuba n'occupe plus le deuxième rang, Cuba n'occupe pas le cinquième rang, mais uniquement le 10e rang. Parmi les nombreuses personnalités présentes, il y avait son Excellence, M. Miguel d'Acosta, ambassadeur de la République d'Angola, le vice-consul de la République dominicaine, son Excellence, M. Jesús Arnaldo Pérez, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela. Avec la puissance de Ramon Chao, le père du chanteur Manu Chao. Alors j'ai commencé à comprendre. Surtout qu'il y a 3 ou 4 jours, j'ai reçu une coupure de presse dans le journal de Panama, El Día del Panama. Padre de Manu Chao publica novela. Il dit, après, il y a une vingtaine de lignes, il ne dit pas mon nom, ni le titre du roman. Hein? Alors, je suis une célébrité anonyme. Il y a pas longtemps, j'ai assisté à une table ronde à la télévision avec François-Olivier Gisbert, etc. Il y avait Jacques Lang, il y avait Valls, Manuel Valls, il y avait une ministre, etc. Et c'était pour moi, j'étais allé pour attaquer le livre de Rafi. Rafi était là, etc. Et à la fin, François-Olivier Gisbert dit, bon alors, nous avons eu avec nous Jacques Lang, Ramon Chao, le fils de Manu Chao. Alors ça c'est pour vous
Alors je comprends très bien que Internet se soit, enfin, il ne soit pas trompé, qu'il ait repris tous ces, avec la présence du père de Manu Chao. En fait, Leyde finalement a mis les choses au point parce qu'elle a dit qu'il est ami de Cuba. Et ça c'est, je suis, et j'aime Cuba depuis 50-70 ans. Depuis ma naissance, je l'aimais beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Mais plus tard, j'ai découvert que j'étais le fils d'un petit-fils d'un ex-ministre cubain, Mario García Colli. Mario García Colli. Et moi, je descends de Cuba. Et ça explique mon amour de Cuba et l'amour de mes fils pour Cuba. Manu et Antoine, ils adorent Cuba. Donc, je n'ai pas de mérite. Je suis ici, je n'ai pas de mérite, mais je comprends pourquoi. C'est lui qui a du mérite, c'est lui. Parce que lui, il n'a pas de raison pour aimer Cuba. Pas plus qu'un autre pays, pas plus que le tien, par exemple. Hein? Mais ça prouve son sens de la morale. Je ne dis pas de la morale journalistique, parce que le journalisme, il faudrait en parler. Mais son sens de la morale, avec la tête qu'il a, avec l'intelligence, avec son sens de l'organisation, des arguments, etc., il aurait fait carrière. Je ne dis pas à la CIA, mais avec des gens qui vont à l'encontre et qui provoquent tout ce que tu attaques maintenant. Tu ferais carrière. Tandis que là, non. Là, j'ai dit, et enfin, je l'ai écrit, etc., que malheureusement, ce que les médias ne vous diront jamais, bien sûr que non, mais même s'ils le disent, non, ne le disent pas. Mais il y a une telle force contre Cuba et contre que ton livre nous sert à nous, surtout, à moi ça me sert beaucoup. Parce que moi je parle beaucoup dans les réunions, sur Cuba, sur Venezuela, etc. Et tous les arguments de ce livre, je défie au public. Alors dites-moi quelque chose contre Cuba. Ils me disent, les droits c'est pareil. Et je sors toujours ça. Dites-moi Chavez, et je sors la liberté de presse. La liberté de presse ici, qu'est-ce que c'est? Et ça sert plus qu'à ce que la presse parle, parce qu'elle ne va pas parler. Elle ne va pas parler, je suis désolé, mais peut-être ici, je ne sais pas, les bouches à oreilles, etc., ça servira. Donc, je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait, pour Cuba, pour l'Amérique latine en général, pour l'Amérique latine. Et je suis galicien, mais je suis espagnol, mais je suis surtout latino-américain. Et comme disait Lorca, pour être un bon espagnol, il faut être latino-américain. Voilà. Non, un chapitre simplement. Un chapitre. Un chapitre. Et vous essayez d'expliquer, je veux m'intéresser, vous essayez d'expliquer que les Cubains ne sont pas tentés par l'immigration aux États-Unis ou ailleurs, non? Alors, pas plus qu'avant 1959. moi je m'étonne souvent qu'un tel postulat assommé à maintes reprises ne soit pas corroboré par la réalité des statistiques qui sont libres et disponibles pour la période allant de 1820, je répète, jusqu'à 2006. Donc on pourrait très bien comparer la réalité de la problématique migratoire avant 1959 et après, et voir si effectivement depuis 1959 il y a une volonté de la part des Cubains de quitter le pays. Quand on effectue cette comparaison, on en arrive exactement à l'inverse, à la conclusion exactement inverse que celle effectuée par les médias. Puisqu'au vu des statistiques, il y a
9 pays sur le continent latino-américain qui envoient plus d'émigrants vers les États-Unis que Cuba. Alors qu'il n'y a chez ces pays-là aucun facteur objectif d'incitation à l'émigration, légale ou illégale. Dans le cas de Cuba, il y a un premier facteur objectif, comme je l'ai dit, qui sont les sanctions économiques, qui disposent d'un caractère anachronique, obsolète, cruel, car elles affectent toutes les catégories, et notamment les catégories les plus vulnérables de la population, et inefficaces dans la mesure où le but du départ, qui consistait à renverser le processus révolutionnaire cubain, a été un échec total. Ces sanctions donc rendent la situation, d'abord ces sanctions sont le principal obstacle au développement économique du pays. Et donc elles rendent la situation pour tous les Cubains très difficile. Donc objectivement, il y a là une incitation à l'émigration. Ensuite, le second facteur unique, là encore, sur le continent américain, mais même au niveau mondial, c'est la loi d'ajustement cubain, qui, je le répète, est une loi unique au monde. Seuls les Cubains bénéficient d'une telle loi. Cette loi stipule qu'un Cubain qui émigre légalement ou illégalement, pacifiquement ou par la violence, obtient automatiquement, à son arrivée aux États-Unis, au bout d'un an, le statut de résident permanent. Donc il s'agit là d'un formidable outil d'incitation à l'immigration illégale. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas un seul Cubain en situation irrégulière aux États-Unis. Vous trouverez des Français, des Suisses, des Luxembourgeois, des Canadiens, des habitants du Liechtenstein, mais pas un seul Cubain. Et j'ai confronté donc le postulat de base à la réalité des statistiques en provenance des services d'immigration des États-Unis. Donc statistiques au-dessus de tout soupçon. Et j'ai uniquement évoqué l'émigration légale. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 10 millions de personnes en situation irrégulière sur le territoire des États-Unis. Et pas un seul Cubain. Donc si l'on comptabilisait cette émigration illégale à l'émigration légale, peut-être que Cuba n'occuperait plus le 10e rang, mais seulement le 15e ou le 20e. Donc pour cette question, mon point de vue est le suivant. Nos médias commettent une grave erreur déontologique, violent l'éthique journalistique en essayant de faire croire à l'opinion publique qu'il existe une propension spécifique aux Cubains à quitter leur pays et à présenter cette problématique migratoire comme une espèce de thermomètre pour évaluer la légitimité d'un régime ou non, la légitimité d'un système ou non. Le problème, c'est quand on prend ce postulat de base, on accepte le postulat médiatique de base, c'est-à-dire émigration, thermomètre de légitimité ou non, on en arrive exactement à la conclusion inverse. C'est-à-dire que s'il y a sur le continent américain un gouvernement qui serait légitime au vu de sa problématique migratoire, ça serait le gouvernement cubain. Je le répète, cette loi est en vigueur depuis 1966, depuis le 2 novembre 1966, depuis 43 ans. Je vous pose maintenant la question suivante. Ça fait 43 ans que cette loi est en vigueur. Que se passerait-il demain si le Congrès des États-Unis, puisque c'est le Congrès qui a voté cette loi, votait une loi d'ajustement mexicain valable pendant 4 heures simplement? Je ne dis pas 43 ans comme les Cubains, simplement 4 heures. Je crois qu'il n'y aurait plus de place aux États-Unis pour mettre les Mexicains. Oui, ce n'est pas la même situation géographique. La Mexique, qui a une frontière commune avec Très les bien. États-Unis, Dans le livre, je compare, par exemple, la Jamaïque dispose plus ou moins d'une même situation, ou Haïti. Par exemple, pour les chiffres, pour les statistiques de 2006, il y a eu 9304 émigrants cubains qui sont partis vers les États-Unis. Donc moins que le Pérou, 9444, le Canada, 11446, Haïti, 12314, la Jamaïque, 13384.
84, le Guatemala, 14 415, la Colombie, République dominicaine, qui se trouve juste à côté, 26 000, c'est-à-dire 3 fois plus que Cuba. Pourtant, nos médias n'ont jamais utilisé cette problématique migratoire pour stigmatiser la République, le gouvernement de République dominicaine, alors que les migrations étaient 3 fois supérieures. Il en est de même pour la question des droits de l'homme. Mon postulat de base, mon point de vue, c'est de dire ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme à Cuba. Je suis incapable de dire ça pour le quartier où j'habite. Par contre, si j'ai envie de me faire une opinion objective, honnête, vérifiable sur la situation des droits de l'homme à Cuba, eh bien je prends les rapports annuels d'une prestigieuse organisation qui s'appelle Amnesty International, qui dispose du réseau le plus développé à travers le monde, qui a rompu ses relations avec le gouvernement de La Havane depuis 1988, donc on ne pourra pas taxer Amnesty International d'être pro-cubaine, et donc qui publie de manière régulière ses rapports. Il y a un rapport sur Cuba. Amnesty International reconnaît certaines violations des droits de l'homme à Cuba. Par contre, quand on effectue une comparaison sur le continent américain, du Canada jusqu'à l'Argentine, on découvre que selon les rapports d'Amnesty International, le pays qui viole le moins les droits de l'homme, ou qui les respecte le mieux, comme vous voulez, c'est Cuba. Donc je m'étonne de cet acharnement médiatique à vouloir présenter Cuba comme l'antichambre de l'enfer. En effectuant la même comparaison au sein de l'Union européenne, l'Europe des 25, que j'ai évoqué tout à l'heure, on découvre, l'Europe des 25, je le répète, qui avait voté des sanctions politiques, diplomatiques et culturelles à l'encontre de Cuba en 2003 sous prétexte d'une situation des droits de l'homme désastreuse, l'Union européenne qui impose toujours une position commune à Cuba depuis 1996, le seul pays du continent américain victime d'une position commune, c'est Cuba, officiellement, en raison de la situation des droits de l'homme. Eh bien, au-delà de la première contradiction qui consiste à dire que l'Union européenne a raison sur un point, c'est qu'il y a une spécificité cubaine en termes de droits de l'homme, mais c'est exactement le contraire de ce qu'elle affirme, c'est-à-dire que Cuba respecte mieux les droits de l'homme que ses voisins. J'évoquais la question d'autorité morale. Pour pouvoir s'ériger en juge d'honneur de leçon, il faut être irréprochable soi-même. Si moi je fume, je ne vais pas dire à mademoiselle de ne pas fumer, madame, pardon, de ne pas fumer. Si je bois de l'alcool, je ne vais pas dire à monsieur, non pas l'ambassadeur, monsieur à côté, de ne pas boire. Si je bois du coca, et c'est mon cas, je ne vais pas dire attention, le coca c'est pas bon. Question d'autorité morale. Donc si je stigmatise ce pays en disant ce pays viole les droits de l'homme, il faut que je sois irréprochable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au sein de l'Union européenne la référence, la patrie des droits de l'homme, qui est notre nation, la France. On a c'est toute la modestie qui nous caractérise, bien évidemment. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Comparons la situation des droits de l'homme en France et à Cuba, selon Amnesty International. Et on se rend très rapidement compte que les Cubains n'ont pas du tout à rougir sur la question des droits de l'homme. Et ce que je reproche à nos médias, ce n'est pas de dire qu'il existe certaines violations des droits de l'homme à Cuba, mais c'est d'occulter un pan immense de la réalité qui consiste à dire, il est vrai, il existe certaines violations des droits de l'homme à Cuba, mais sur le continent américain, il s'agit du pays qui les respecte le mieux, et au sein de l'Europe des 25 qui a voté les sanctions de 2003, 23 de ces nations présentent une situation des droits de l'homme qui est pire que celle de Cuba. Donc voilà le gros problème. C'est qu'avec une information parcellaire, par le biais de désinformation, de censure, nos médias construisent malheureusement une image qui est complètement fictive de la réalité cubaine. Là encore, ne nous méprenons pas. Je le dis dès l'introduction du livre, Cuba n'est pas le paradis sur Terre. Je vais citer mon introduction.
Cuba n'a pas la prétention d'être un paradis sur Terre, loin de là. Les difficultés, les vicissitudes, les aberrations parfois et les contradictions, ils sont nombreuses. Mais la question, est-ce pour autant l'enfer décrit quotidiennement par nos médias? J'évoquais tout à l'heure la question, j'évoquais Amnesty International. C'est, à mon avis, une organisation qui est extrêmement sérieuse et prestigieuse, et je lui accorde du crédit. J'ai une contradiction néanmoins. Amnesty International évoque dans son rapport 58 prisonniers d'opinion. C'est la plus grave accusation retenue contre Cuba. Contrairement au Royaume-Uni, Amnesty International n'évoque pas d'assassinat politique. C'est le cas pour le Royaume-Uni. La plus grave accusation, impunité en France, l'accusation la plus grave, il s'agit de l'impunité accordée à certains membres des forces de l'ordre, donc représentants de l'autorité de l'État, qui ont commis des crimes. Ça, c'est beaucoup plus grave, objectivement, que le fait d'incarcérer ce qu'Amnesty International qualifie de prisonniers politiques. Alors là encore, le discours politique et idéologique ne m'intéresse pas. Je me base sur des faits. Et je relève une contradiction, et c'est le seul désaccord que j'ai avec Amnesty International. Je vais citer Amnesty International. Donc dans une publication du 18 mars 2008, Amnesty International reconnaît l'existence de 58 personnes qu'elle qualifie de prisonniers d'opinion. Dans le même temps, Amnesty International reconnaît, je cite, que la plupart ont été inculpés d'actes contre l'indépendance de l'État. Fin de citation. Amnesty International reconnaît également, je cite, que ces personnes ont été condamnées pour avoir reçu des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des activités perçues par les autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba. Fin de citation. Alors là, Amnesty International entre en pleine contradiction. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez d'être financé par une puissance étrangère, vous commettez un délit extrêmement grave à Cuba. Vous passez du statut d'opposant, du statut de dissident, au statut d'agent stipendié par une puissance étrangère et donc au statut de délinquant. Alors là, il ne s'agit pas d'une spécificité cubaine. Prenez l'article 411.4 du Code pénal français. L'article 411.4 du Code pénal français stipule, stipule que le fait d'entretenir des rapports d'intelligence avec une puissance étrangère ou l'un de ses agents est passible d'une peine de réclusion, alors dans le but de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible d'une peine pouvant atteindre les 30 ans de réclusion criminelle et une amende pouvant aller jusqu'à 450 000 €. Là, ce n'est même pas le fait d'être stipendié, c'est le simple fait d'être en contact avec l'agent d'une puissance étrangère. Donc, le type d'actions qui ont été sanctionnées par la loi et la justice cubaine sont sanctionnées dans n'importe quel pays du monde. Prenez la législation suisse, même les Pacifiques suisses, sanctionnent de manière extrêmement sévère le fait d'être stipendié par une puissance étrangère. Alors, au-delà de l'affirmation d'Amnesty International, comment un journaliste qui agit simplement de manière professionnelle et déontologique peut se rendre compte de cette réalité? Là encore, il suffit de consulter les archives déclassifiées du gouvernement des États-Unis. Et l'on découvre que l'un des principaux piliers de la politique étrangère des États-Unis à l'égard de Cuba, depuis 1959, a été d'organiser, de créer, de fabriquer, de financer, d'orienter une opposition interne à Cuba. On me dirait que les journalistes n'ont pas le temps d'accéder, d'aller aux États-Unis et consulter les archives, même si une grande partie de ces archives sont disponibles sur Internet, sur le site de l'Université de Washington. Prenez simplement la loi Torricelli de 1992,
section 1704 de la loi Torricelli. S'il y a des journalistes dans la salle, j'espère que vous êtes en train de noter, comme ça vous irez vérifier ce soir si c'est vrai ou pas. Eh bien, la section 1704 de la loi Torricelli, que l'on peut consulter sur Internet sans aucun problème, stipule que le président des États-Unis alloue un budget destiné à financer une opposition interne à Cuba. Prenez la loi Helms-Burton de 96, section 109. Même chose, la section 109 stipule que le gouvernement des États-Unis alloue un budget à une opposition interne à Cuba. Prenez le premier rapport de la commission d'assistance à une Cuba libre, publié par le président Bush en mai 2004, page 20. La page 20 de ce rapport qui fait 453 pages, vous découvrez que la somme de 36,6 millions de dollars est allouée à la fabrication d'une opposition interne à Cuba. Prenez le second rapport de 2006, vous découvrez exactement la même chose, sauf que la somme passe de 36 à 80 millions de dollars. Maintenant, prenons la source au-dessus de tout soupçon. La source. Les dissidents eux-mêmes. Je cite. Selon Laura Poyan, des Dames en Blanc, célèbre groupe de dissidents ici en Occident, je cite, « Nous acceptons l'aide, le soutien, que ce soit de l'extrême droite ou de la gauche, sans condition. » Vladimir Roca, notre opposant, à propos de l'aide financière octroyée par les États-Unis, la qualifie de, j'ouvre les guillemets, totalement et complètement légale. Fin de citation. Le dissident René Gomez, pour lui, au sujet du soutien financier des États-Unis, c'est une chose, alors, ce n'est pas une chose qu'il faudrait cacher ou dont il faudrait avoir honte. Citons maintenant les agences de presse internationales. L'agence l'AFP souligne que les dissidents ont pour leur part revendiqué et assumé ces aides financières. L'agence EFE fait allusion aux opposants payés par les États-Unis. AP, Associated Press, parle, alors si, je cite, « Depuis des années, le gouvernement des États-Unis a dépensé des millions de dollars pour soutenir l'opposition cubaine. » Fin de citation. Les rares fois où les agences de presse admettent cette réalité, elles omettent, elles occultent un pan entier de cette problématique. C'est qu'elles ne disent pas que ce genre d'acte est illégal à Cuba, mais que c'est quelque chose d'illégal dans tous les pays du monde. Donc voilà la manière avec laquelle les médias présentent de manière totalement biaisée certaines problématiques de la réalité. Nos médias parlent souvent de la liberté d'expression à Cuba, du manque de liberté d'expression à Cuba. Ne comptez pas sur moi, pareil, pour vous dire qu'il y a une liberté d'expression extraordinaire à Cuba. Par contre, pareil, je peux raisonner en partant de faits précis. Prenons le dissident, l'un des dissidents le plus célèbre à Cuba. Ça dépend. En ce qui concerne les dissidents célèbres, ça dépend, ça change tous les mois. Un coup c'est Vladimir Roca, un autre coup c'est Ioannis Sanchez, actuellement c'est Ioannis Sanchez. Alors là, il y a Marta Beatriz Roque qui est en train de lutter pour récupérer la première place. Alors, je le cite de mémoire, Osvaldo Paya. Osvaldo Paya affirme, je cite, il y a des enfants disparus à Cuba, il y a des assassinats à Cuba. J'espère que c'est pas Donc, Osvaldo Paya accuse le gouvernement cubain d'assassiner des enfants, de faire disparaître des gens. Alors, est-ce qu'il y a une accusation plus grave que celle-là? Que je sache, non. Raúl Rivero, qui a été condamné en 2003 à 20 ans de prison, en comparaison avec Osvaldo Paya, passe pour un dissident frileux, modéré, modeste. Donc on ne comprend pas les raisons pour lesquelles Raúl Rivero a été condamné à 20 ans de prison, bon, il a été libéré au bout d'un an, et qu'Osvaldo Paya n'ait pas passé une seule minute en prison. Mieux que ça, Osvaldo Paya continue à travailler pour une entreprise qui appartient à l'État, malgré les propos extrêmement hétérodoxes qu'il tient à l'égard du gouvernement de La Havane. La raison est simple, c'est que Raúl Rivero a commis l'erreur d'accepter le financement offert par les États-Unis.
alors que, jusqu'à preuve du contraire, Osvaldo Paya n'a jamais accepté ce financement. Et dans le cas de Raúl Rivero, c'est ce qui a été sanctionné. Alors maintenant, est-ce qu'Osvaldo Paya peut aller à la télévision cubaine pour exprimer ses idées? Sûrement pas. Sûrement pas. Mais moi, j'aimerais bien aller à TF1 pour présenter mon livre. Jusqu'à présent, on m'a toujours refusé. Donc, voilà. Quel autre média qui pu être invité? Est-ce que tu as envisagé d'être invité de CES, par exemple? Là, peut-être ça marcherait par lui-même. Alors, non. L'un des rares médias qui a ouvert un petit espace à ce livre, c'est l'Humanité, le monde, etc. Mais si Radio France Internationale peut m'accorder un espace, je suis disponible. Tout le temps que vous voulez. Alors maintenant, est-ce que j'ai été, pour être honnête, j'ai été invité quelquefois sur des plateaux de télévision pour parler de Cuba. J'ai systématiquement refusé. À une exception, c'était France 5. J'explique pourquoi. La dernière en date, c'était Ce soir ou jamais, l'émission sur France 3 du journaliste Tadei. Donc, il m'avait invité à parler de Cuba. Alors, le titre de l'émission, c'était Figure de dictateur. Alors, j'ai expliqué que je n'avais pas grand-chose à dire sur les dictateurs. Alors, il voulait que je parle de Cuba. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas accepter son invitation. Je lui ai demandé qui étaient les autres invités. Il y avait, en face de moi, 3 autres invités qui partageaient un point de vue totalement opposé au mien. Ce n'est pas le premier. Enfin, ce n'est pas le problème principal. Alors, je lui ai fait remarquer que pour un débat d'1 heure, 4 contre 1, c'était un peu un combat inégal. Même si je n'ai pas peur de combat. Alors il m'a expliqué, il a rectifié, il a dit non, ils ne sont pas 4, ils sont simplement 3. Alors avec la franchise qui caractérise parfois, surtout quand l'OM a perdu, c'est de dire qu'il faisait bien évidemment partie de ses opposants et qu'il m'invitait non pas pour avoir un débat honnête, ouvert et objectif, mais pour sauver les apparences et vouloir présenter un point de vue quelque peu différent. Alors il m'invitera une fois dans l'année, et puis, au vu des téléspectateurs qui critiquent beaucoup les organisateurs de ces émissions, en disant que ce sont toujours les mêmes que vous invitez, ils partagent toujours le même point de vue, donc où est le débat à ce sujet? Et je lui ai expliqué également que la télévision était un média qui était spécifique, que je ne maîtrisais pas, car le temps de télévision était un temps très court, uniquement destiné à répéter des pensées conventionnelles. C'est-à-dire que si je vais à la télévision et que je dis Fidel Castro est un dictateur, je n'ai pas besoin de me justifier ni d'expliquer quoi que ce soit. C'est comme si je disais que la Terre était ronde. C'est acquis. C'est quelque chose d'acceptable, pas besoin de se justifier. Si je dis je crois qu'il s'agit d'un jugement caricatural, alors là, il me faut du temps pour expliquer mon point de vue. Un temps que la télévision ne m'accordera jamais en raison du caractère succinct des interventions. Et puis à 3 contre 1, à 4 contre 1, je n'aurais jamais pu terminer une seule phrase, ni une seule explication. Vous avez vu pour les droits de l'homme ou l'immigration le temps que j'ai pris pour expliquer? Jamais je n'aurais eu ce temps-là. Donc voilà. Je lui ai dit par contre à Tadei que s'il voulait m'interviewer personnellement, lui et moi, que j'étais disponible et qu'il pourrait me poser toutes les questions qu'il voulait. Pourquoi ne pas lui avoir suggéré à M. Tadei justement d'organiser une émission autour de l'éthique journalistique, Reporters sans frontières? Voilà. Donc il aurait été préférable de lui suggérer en fait un tête-à-tête d'homme à homme avec le responsable de Reporters sans frontières, justement un sujet qui tournerait autour de l'éthique journalistique. Vous évoquez Reporters sans frontières, qui est à mon avis l'un des grands architectes de l'image négative dont souffre Cuba. Ce n'est pas parce que je dis que les médias présentent une image caricaturale, déplorable de Cuba, que je considère Cuba comme étant une référence à paradis sur terre.
n'entrons pas dans les considérations manichéennes. Reporters sans frontières ne cesse de présenter Cuba comme étant l'ennemi sur le continent américain de la liberté de la presse. Le problème, c'est qu'il est extrêmement aisé de mettre Reporters sans frontières face à ces contradictions. Alors, pour expliquer son classement, elle publie chaque année un classement des pays qui respectent le mieux les droits de l'homme et le moins les droits de l'homme, la liberté d'expression et le moins la liberté d'expression. Cuba occupe, je crois, le rang 167 sur 172. Quelque chose comme ça. En 2003, elle occupait l'avant-dernier rang. On a souvent accusé Reporters sans frontières de faire une focalisation sur Cuba. Alors comment peut-on démontrer ça? De manière aisée. Prenons le rapport 2003. Le titre du rapport 2003. Cuba, avant-dernière du classement de la liberté de la presse. C'est bizarre comme titre. Elle aurait pu mettre Reporters sans frontières, l'association aurait pu dire Norvège première ou Corée du Nord dernière. Moi je me pose toujours la question de savoir si Cuba était arrivé 4 positions avant la fin. Donc le titre ça aurait été Cuba antépénultième avant tel pays et tel pays. On voit clairement le caractère biaisé de l'information. Mais ce n'est pas le principal reproche que je fais à Reporters sans frontières. Reporters sans frontières évoque des paramètres pour effectuer le respect de certains points fondamentaux pour effectuer son classement. Elle parle par exemple, l'action la plus grave, c'est l'assassinat de journalistes. Quand on assassine des journalistes dans un pays, on peut s'attendre, selon Reporters sans frontières, à occuper un rang très bas. Par exemple, en Colombie, selon le dernier rapport, il y a eu entre 10 et 15 journalistes assassinés. À Cuba, il n'y a pas eu de journalistes assassinés depuis juin 1958. Donc avant le triomphe de la Révolution. Et sous la dictature de Batista. Pourtant, la Colombie occupe un rang supérieur à celui de Cuba. Autre exemple, la Chine. Selon Reporters sans frontières, la Chine est la plus grande prison du monde pour journalistes. Il y a encore plus de journalistes chinois, selon Reporters sans frontières, emprisonnés en Chine que de journalistes cubains. La Chine occupe un meilleur rang que Cuba. Là, il y a une contradiction. Mais les autres reproches que l'on pourrait faire à l'RSF, c'est de recevoir de l'argent de la Fondation nationale pour la démocratie, la National Endowment for Democracy. Qu'est-ce que c'est la NED? Selon, encore il faut citer, selon la NED, Reporters sans frontières reconnaît qu'elle reçoit une subvention de la NED. Je cite Reporters sans frontières. Absolument, nous recevons de l'argent de la NED et cela ne nous pose aucun problème. Fin de citation. Qu'est-ce que la NED selon le journal le plus important du monde, le quotidien le plus important du monde, le New York Times? Le New York Times, en mars 1997, notait que la NED, je cite, a été créée il y a 15 ans pour réaliser publiquement ce que la Central Intelligence Agency, la CIA, a fait subrepticement durant des décennies. Elle dépense 30 millions de dollars par an pour appuyer des partis politiques, des syndicats, des mouvements dissidents et des médias d'information dans des dizaines de pays. Fin de citation. Qu'est-ce que la NED maintenant? Selon Alan Weinstein, qui a été le père de la législation qui a donné naissance à la NED. Il a déclaré en septembre 91, au Washington Post, beaucoup, à propos de la NED, beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui a été fait par la CIA il y a 25 ans de manière clandestine. Fin de citation. Que dit maintenant Carl Gersman, premier président de la NED? C'est le premier président de la NED. En juin 1986. Je cite. Il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vus comme subventionnés par la CIA. Nous avons vu cela dans les années 60 et c'est pour cela qu'on y a mis un terme. C'est parce que nous n'avons pas pu continuer à le faire que la fondation a été créée. Donc, selon le New York Times, selon Alan Weinstein, selon Carl Gersman,
la NED n'est rien d'autre qu'une officie d'écran de la CIA. À partir du moment où une organisation française reçoit des subventions d'une officine écran de la CIA, elle perd immédiatement toute crédibilité. Maintenant, Reporters sans frontières reçoit également de l'argent du Centre pour une Cuba libre, dont l'ancien président est Frank Carlson. En 2006, quand elle recevait de l'argent, c'était Frank Carlson qui était le président. Frank Carlson a été également le président de la Fondation nationale cubano-américaine, une organisation d'exilés anticastristes qui est gravement impliquée dans le terrorisme contre Cuba. L'un de ses directeurs de la Fondation nationale cubano-américaine, Antonio Llama, a reconnu dans une interview au Nuevo Herald que son organisation avait organisé des attentats terroristes contre Cuba. Donc Reporters sans frontières est financé par une organisation dont le directeur est l'ancien dirigeant d'une organisation terroriste. C'est quand même une accusation assez grave, je pense. À partir du moment où vous acceptez de recevoir un financement de ce genre d'entité, vous perdez absolument toute crédibilité. Et c'est la raison pour laquelle Reporters sans frontières n'est pas digne de crédit. Je m'arrête là. Cuba, voire un acharnement contre Cuba. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme raison pour cela? Parce que c'est quand même intéressant d'essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui peut être, ou peut-être l'intérêt des médias à avancer ce genre d'hypothèse, d'accusation contre Cuba. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être au-delà des différentes théories de complot, etc., qui peuvent avoir leur mérite, mais qu'on entend assez souvent dans les débats de gauche. Mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes structurels dans les médias, d'autres éléments qui auraient pu contribuer à cette façon de traiter Cuba? Les médias sont la propriété des grands groupes économiques et financiers. Les médias sont structurellement déficitaires. Le but des grands groupes économiques et financiers, c'est de faire de l'argent. La question que je me pose, c'est de savoir pourquoi des entités économiques dont le but est de faire du profit investissent dans un secteur qui est structurellement déficitaire. C'est-à-dire qu'elles savent à l'avance, ces entités, qu'elles vont perdre de l'argent en investissant ces secteurs. Donc là, le but n'est plus de faire de l'argent, mais de contrôler le marché des idées, contrôler le marché de la pensée. Il y a un cadre médiatique très clair, des opinions acceptables. Alors, c'est quand même assez sophistiqué, puisque si vous vous trouvez à la droite du cadre ou à la gauche, il y a quand même une différence d'opinion. Et donc ça donne une idée de débat libre, ouvert et démocratique. Par contre, seules les opinions qui se trouvent à l'intérieur du cadre sont acceptables. Donc, si je veux dire que, en ce qui concerne Cuba, il y a certaines violations des droits de l'homme à Cuba sur l'Amnesty International, mais selon Amnesty International, ça, c'est acceptable, ça rentre dans le cadre. Si je dis, mais selon Amnesty International, le pays qui respecte le mieux les droits de l'homme sur le continent américain et dans 23 de 25 pays de l'Europe, c'est Cuba, je sors du cadre et je n'ai plus accès aux médias. Si je dis, en ce qui concerne l'immigration cubaine, qu'il n'y a pas de propension migratoire spécifique à Cuba, que 9 pays au moins sur le continent américain émettent plus d'émigrants vers les États-Unis que Cuba, je sors du cadre et je n'ai plus accès aux médias. Alors, quel est le but de cette manipulation médiatique? Eh bien, c'est tout simple. Le but des médias n'est plus, malheureusement, de transmettre une information objective, vérifiable, honnête et non biaisée aux citoyens et aux lecteurs, mais de contrôler le marché des idées dans le but de défendre l'ordre politique, économique et social établi. Donc, pour ce qui est de Cuba, il y a un problème. Vous avez là un petit pays de 11 millions d'habitants, du tiers-monde, sous-développé,
victime de sanctions économiques extrêmement sévères depuis 1959, qui dispose et a adopté un modèle de développement qui est aux antipodes de l'ordre établi, et qui, malgré toutes ces difficultés, est une référence sociale reconnue dans le monde entier. Nos médias ne peuvent pas nous dire que l'espérance de vie à Cuba est similaire à celle des pays développés, que le taux de mortalité infantile à Cuba est inférieur à celui des États-Unis. Nos médias ne peuvent pas nous dire non plus que la plus importante opération humanitaire de l'histoire de l'humanité, pardonnez-moi la répétition, est le fait de Cuba. Je fais référence à l'opération Miracle lancée en 2004 par Fidel Castro et qui a permis à plus d'1 million de latino-américains pauvres d'être opérés de la cataracte ou d'autres maladies oculaires et de retrouver la vue. Si nos médias nous présentaient cette réalité, alors c'est extrêmement dangereux pour l'ordre établi, parce qu'on commencera à se poser la question suivante. Si un petit pays comme Cuba, aux ressources extrêmement limitées, peut lancer une opération humanitaire de cette envergure et opérer 1 million de personnes, un pays comme la France, qui est la 5e puissance mondiale, alors n'ayons pas la prétention de vouloir faire mieux que les Cubains, mais on pourrait au moins essayer d'en faire autant. Si l'on savait qu'à Cuba, les autorités investissent dans le budget de l'éducation des sommes qui permettent de limiter le nombre d'élèves à 20 par classe, on pourrait se demander, ici en France, la chose suivante. Si les Cubains arrivent à investir, malgré toutes leurs difficultés, autant d'argent dans le secteur de l'éducation, on pourrait essayer d'en faire autant. Donc voilà les raisons pour lesquelles, je pourrais énumérer les exemples à l'infini, mais voilà les raisons pour lesquelles il y a cette image biaisée à propos de la réalité cubaine. Ce n'est pas question, à propos de la question des droits de l'homme. Le véritable problème posé par Cuba, c'est son système politique, économique et social. C'est le véritable problème. Mais nos médias ne peuvent pas faire preuve d'une telle franchise à notre égard. Pourquoi? Et parce que le lecteur dirait, mais ce qui se passe, Cuba est un pays souverain, Cuba est un pays indépendant. S'ils veulent adopter un modèle différent, ça regarde les Cubains. Donc pour une question de relations publiques, on va être obligé de dire non, ce qui nous gêne à Cuba, c'est la situation des droits de l'homme. Ce qui nous gêne à Cuba, c'est le manque de démocratie, avec toutes les manipulations que l'on a vues au sujet de ces problématiques. La présentation biaisée, mensongère même que donnent les médias de la société cubaine, et vous avez tout à fait raison de le faire. Il y a d'un côté cette présentation, il y a de l'autre côté ce que reçoit l'opinion de ce discours. À mon sens, il y a un décalage assez fort et même assez spécifique entre le message des médias et ce que reçoit l'opinion. Et il y a de cela des exemples qui sont évidents, triviaux. Il y a eu une campagne assez forte à propos de Che Guevara, dont on a parlé récemment, visant à le présenter comme un monstre, un mercenaire, un assassin, etc. Et puis on se promène au boulevard Saint-Michel, il va y avoir des portraits de Che Guevara partout, et les gens les achètent et les portent sans prendre nullement en considération cette campagne qui avait été lancée pour le présenter comme un assassin. Il y avait eu, il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou deux, un sondage qui a été lancé par le Nouvel Observateur, qui n'est pas suspect de sympathie particulière pour le régime cubain, sur une question un peu sottement formulée, mais pas sans signification, Castro, héros ou dictateur. Très rapidement, la proportion d'internautes qui vont sur le site du Nouvel Observateur avait donné un avantage très fort à l'estimation des héros. Bon, je ne sais pas si le résultat y est toujours, je pense qu'il a dû être enlevé, mais c'est aussi un petit signe.
Et puis j'étais moi-même, il y a quelques semaines, à La Havane, dans une réunion de médecins accompagnés par des hospitalo-universitaires français qui n'ont pas d'hostilité particulière, mais ce n'est pas non plus des guerrilleros de la Sierra Madre, donc à La Havane, chez lesquels il y avait un consensus assez fort pour apprécier les réalisations des médecins cubains en matière de soins, la qualité de la politique de santé, et puis pas seulement les choses pratiques, malgré les difficultés, mais aussi le système de santé en général, la prévention, le suivi, et aussi la capacité à organiser de manière homogène la prise en charge des nouveau-nés dans toute l'île. Donc, et ça, c'était de la part de gens dont je ne pourrais pas dire qu'ils ont une sympathie particulière au départ à l'égard du régime cubain. Donc je crois qu'il y a un décalage fort entre ce que disent les médias et ce que reçoit l'opinion. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Et deuxième question, si cette opinion existe, je crois qu'elle est fortement sous-exprimée. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce sentiment plus juste à l'égard de Cuba s'exprime? Alors, dès que vous avez évoqué au sujet de Che Guevara, est très illustratif et parlant. En 1997, le principal journal espagnol El País avait publié une chronique sur le Che Guevara qui était extrêmement dithyrambique, très élogieuse à l'égard du Che. 10 ans plus tard, en 2007, ce même journal a présenté le Che comme un vulgaire assassin. Alors la question que je me suis posée, c'était de savoir quel crime avait commis le Che de 1997 à 2007 pour pouvoir mériter un tel traitement. Et en analysant la situation et le panorama politique latino-américain, on découvre qu'entre 1997 et 2007, il y a eu un changement politique radical en Amérique latine, où des dirigeants progressistes ont été portés au pouvoir par les populations, et par le biais du Che, donc la campagne médiatique, peu éthique, destinée à ternir l'image du Che, c'était une manière de s'en prendre indirectement à Hugo Chavez au Venezuela, à Evo Morales en Bolivie, à Rafael Correa en Équateur, etc. Malheureusement, je crois qu'il ne faut pas plutôt sous-estimer la sophistication de la propagande, de la désinformation à l'égard de Cuba, car elle a affecté, je vais en parler de ma propre expérience, y compris les secteurs les plus progressistes de la gauche occidentale. On vous dira, on reviendra invariablement, inévitablement, au point suivant. On vous dira, oui, c'est vrai, au niveau social, Cuba a atteint un développement qui est assez remarquable, mais par contre, les droits de l'homme et la liberté d'expression, ces clichés persisteront toujours. Alors la campagne, elle ne s'est pas atténuée à l'égard de Cuba, mais elle a été déplacée. Le même schéma qui a été appliqué à Cuba s'applique actuellement à l'encontre du Venezuela. Vous avez au Venezuela le président le plus démocratique de l'histoire de l'Amérique latine. Depuis 1998, Hugo Chavez a soumis sa légitimité à 15 reprises. Donc il s'est soumis au référendum, au vote populaire à 15 reprises. Il a remporté 14 victoires sur ces 15. Néanmoins, on continue, dans nos médias, à présenter Hugo Chavez comme un dirigeant autoritaire. Donc là, il y a une contradiction flagrante entre l'image médiatique que l'on commence à voir d'Hugo Chavez et la réalité des faits. Quand Hugo Chavez a fait voter, le Parlement a fait voter par référendum la réforme, l'amendement constitutionnel, branle-bas de combat au sein de la presse occidentale, je fais une petite digression, mais c'est le même modèle, c'est pour ça que j'évoque ce cas, au sein des médias occidentaux en disant Chavez veut devenir président. Chavez qui voulait adopter un système similaire à celui que l'on avait en France avant la réforme de 2008, c'est-à-dire où un président pouvait se représenter, pouvait soumettre
sa légitimité au référendum, on a présenté cela comme étant la volonté d'un gouvernant de se perpétuer au pouvoir. Dans le même temps, en Colombie, alors Chavez a eu le mérite de faire passer cet amendement, de soumettre cet amendement à un référendum populaire. Il aurait pu passer par le Parlement. Il aurait pu le voter par uniquement, enfin, un décret présidentiel. Je crois qu'il aurait pu le faire. Il est passé par un référendum. Dans le même temps, en Colombie, Álvaro Uribe est en train de faire la même chose. Il veut pouvoir être élu une troisième fois. Pas un mot dans les médias à ce sujet. Donc il y a là un traitement médiatique sur un sujet similaire qui est manifestement assez inquiétant, discriminatoire. Alors, quel crime a commis Hugo Chavez? Il en a commis un. C'est qu'il a décidé de placer l'être humain au centre de son projet de société. Quel est le mérite du président Álvaro Uribe pour bénéficier d'une telle image, d'une image médiatique aussi positive? C'est qu'il a décidé de placer le profit au centre de son projet de société. Et c'est pour cela que, malgré le fait qu'il soit lié aux paramilitaires, malgré le fait qu'il soit lié au trafic de drogue, il est toujours présenté comme un modèle de gouvernance en Amérique latine. Malgré le fait qu'il vient de faire de la Colombie un 51e État des États-Unis en permettant l'installation de 7 bases militaires sur son territoire. Donc là, pareil, il y a une contradiction entre la rhétorique et la réalité des faits. Que l'opinion publique est de plus en plus sceptique à l'égard des médias, car elle considère qu'ils ne remplissent pas leur rôle principal, qui est de fournir une information vérifiable, vérace, honnête aux citoyens. Par contre, malheureusement, et c'est mon expérience personnelle, l'image extrêmement négative de Cuba persiste. Et il y a cette volonté de maintenir cette image extrêmement négative. Au sujet de mon livre, j'ai effectué un service de presse. Peu de médias s'en sont fait écho. Je les comprends. Parce que je pointe du doigt les graves manquements à l'éthique journalistique. Et mon discours n'est pas politique ou idéologique. Il est surtout factuel. Et il est très difficile de nier les faits. Il est très difficile de nier les faits. Je n'ai rien à cacher. Je vais donner un exemple. Le 31 décembre 2008, j'ai été contacté par 3 journaux. Donc, du 50e anniversaire. Là, pour faire une autocritique à la française. J'ai été contacté par le Time de Londres, le Journal du Dimanche et Sud-Ouest. Les 3 m'ont demandé une interview sur Cuba. J'ai plus ou moins envoyé la même interview aux 3. Le Time a publié l'interview sans enlever une seule virgule. Le Sud-Ouest a complètement censuré l'interview en disant non, mais finalement l'espace que l'on avait destiné à cette interview a été remplacé par autre chose, par l'explication. Et le JDD, la journaliste en question, qui m'avait contacté par téléphone et qui avait voulu faire l'interview par téléphone, alors je dis que puisqu'elle avait l'air très sympathique, je voulais lui simplifier le travail et que le mieux c'était qu'elle m'envoie les questions par internet en disant l'espace réservé à l'interview et que j'essaierai de multiplier. En réalité, c'est que je voulais surtout contrôler mon propos, qu'il ne soit pas déformé lors du passage de l'oral à l'écrit. Donc une fois l'interview effectuée, cette journaliste me rappelle en disant « Ah, il y a un problème avec votre interview, c'est que l'image est plutôt positive. L'image de Cuba est plutôt positive. » Alors je lui dis que si elle lisait bien mon interview, je ne faisais qu'évoquer des faits. Et que je n'étais pas dans un discours rhétorique. Et donc elle me demande plus d'explications en disant la question des droits de l'homme. Et j'ai répété de manière succincte en 5 lignes ce que j'ai exposé ici.
Alors elle m'a dit, très bien, je mets ça en place et puis je vous renvoie pour que vous me donniez votre approbation finale. Elle ne m'a plus jamais recontacté. Donc voilà. Alors, parfois, vous avez une censure qui est claire, et parfois, vous avez une censure qui est inconsciente. Vous parlerez, et j'ai parlé avec des journalistes, alors, notamment les correspondants à La Havane qui me disent, je leur dis, entre quand on boit un café ou quand on boit un verre, ils sont honnêtes, ils disent, bon, ce genre de choses, moi j'aimerais bien publier. Le problème, c'est qu'en haut, la hiérarchie me censurera. Et d'autres qui vont vous dire, franchement, mais non, mais moi, personne ne m'impose de limite ou de censure. Et ils vont être honnêtes quand ils vont vous dire ça, parce qu'ils ont assimilé déjà la censure. Ils savent de même que ce genre de propos n'a pas sa place dans le cadre médiatique. Donc ils ne vont pas l'évoquer. Et ils n'auront honnêtement pas l'impression d'être censurés. Là, c'est le cas le plus grave d'autocensure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 grave. Du point de vue des médias, il faut voir que pour eux, tout ce qui est Cuba, ce n'est pas politiquement correct. Ça, c'est une chose qu'il faut voir. Parce que ça ne rentre pas dans la pensée unique. Depuis la chute du mur de Berlin, parce que maintenant on est en train de parler de ça, ça veut dire que les seules choses qui restaient pour ceux qui pensent d'un monde différent, c'était Cuba. Alors, on ne pouvait pas accepter, à partir de là, que quelque chose qui ne rentre pas dans cette pensée unique, ou la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama, alors, peut être accepté pour des pays occidentaux qui toujours sont divisés le monde entre tiers-monde, la périphérie, les centres, etc. Et je pense que nous, on n'est pas sortis de cette histoire. Cuba dispose de 2 fois plus de médecins que l'Angleterre pour une population 4 fois inférieure. Là, c'est pas possible parce que les Anglais se poseraient la question suivante. Si un petit pays comme Cuba peut investir autant dans le domaine de la santé, nous, Anglais, on pourrait également faire la même chose. Les médias, autre terme, si je trouve bien, nos médias insistent souvent sur les difficultés économiques à Cuba. C'est vrai, les difficultés économiques à Cuba sont nombreuses. Par contre, il y a un acharnement méticuleux à ignorer le principal facteur, la principale raison des difficultés économiques à Cuba, que sont les sanctions économiques imposées par les États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire, là non plus, que toutes les décisions économiques qui ont été prises depuis 1959 ont été bonnes. Le gouvernement de la Havane, les autorités de la Havane ont reconnu certaines erreurs, etc. Mais il y a une contradiction. Prenons par exemple le nouveau président des États-Unis, qui est à mon avis un président doté de bonnes intentions, un président qui, contrairement à son prédécesseur, est extrêmement intelligent, qui est un bon orateur. La comparaison n'est pas flatteuse pour Obama. Alors, son discours, par exemple le discours qu'il a donné, je crois que c'était le 3 octobre, aux Nations Unies, j'adhère, je pourrais signer. J'adhère parfaitement à son discours. Le problème, c'est qu'Obama, un jour ou l'autre, il va falloir le juger par ses actes. Et en ce qui concerne Cuba, il y a manifestement un décalage entre les actes d'Obama et la rhétorique positive. Obama parle de change, de changement. Obama parle de nouveau départ avec Cuba. Et en même temps, le 14 septembre 2009, il a prolongé la loi de l'embargo contre Cuba qui date de 1917. Donc il y a une contradiction entre la volonté de changement et le fait de recourir à une loi au caractère anachronique pour perpétuer un état de siège à l'encontre de Cuba. Les sanctions économiques, je l'ai dit tout à l'heure, constituent le principal obstacle au développement de Cuba. C'est la raison pour laquelle, malgré leur caractère anachronique, malgré leur caractère cruel, malgré leur caractère inhumain, malgré leur caractère inefficace, les États-Unis persistent à maintenir ces sanctions. Malgré l'opposition de 187 pays du monde sur 192,
malgré l'opposition de 73% de l'opinion publique états-unienne, malgré l'opposition unanime du monde des affaires aux États-Unis, les États-Unis maintiennent ces sanctions économiques. Car ils savent pertinemment qu'il s'agit du principal obstacle au développement de ce pays. Je vais donner quelques exemples rapides. Cuba ne peut rien exporter aux États-Unis. Elle peut importer, avec des restrictions extrêmement nombreuses et une bureaucratie incroyable depuis les années 2000, des aliments. Imaginez simplement un pays comme la France, si demain on devait interrompre le commerce entre la France et les États-Unis. Il y a pas mal de produits qui disparaîtraient dans nos magasins. Et là encore, la France ne dispose pas de la même situation géographique que Cuba. En 1959, 73% des importations cubaines venaient des États-Unis. 67% des exportations cubaines allaient vers les États-Unis. Donc le marché historique de Cuba, ce sont les États-Unis. En France, il y a l'Espagne, l'Angleterre, etc. Au-delà donc de cet aspect de commerce bilatéral, les sanctions économiques disposent d'un caractère extraterritorial. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent même dans le reste du monde. Imaginons que madame dispose d'une entreprise pâtissière en France et qu'elle ait la volonté d'intégrer, d'investir le plus grand marché du monde que sont les États-Unis. Elle n'a rien à voir avec le problème politique entre Cuba et les États-Unis, elle s'en fiche complètement. Sa volonté, son objectif, c'est de gagner de l'argent en vendant ses pâtisseries sur le marché des États-Unis. Eh bien, pour que madame puisse vendre ses pâtisseries sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer au département du Trésor que ces pâtisseries ne contiennent pas un seul gramme de sucre cubain. Alors, déjà, les Cubains ne peuvent pas vendre leur sucre aux États-Unis, mais ils ne pourront pas le vendre à madame qui est française. Alors, on peut imaginer les obstacles. Pareil, monsieur qui est d'origine japonaise et qui dispose d'une multinationale, c'est un entrepreneur brillant qui fabrique d'excellentes voitures, il a la volonté d'exporter ses voitures sur le marché des États-Unis. Alors lui, pareil, peu importe le conflit entre Cuba et les États-Unis ne l'intéresse pas, il est surtout intéressé par le fait de vendre ses voitures sur le marché des États-Unis et une victoire de l'OM contre le Milan AC dans 2 semaines. Eh bien, pour que monsieur puisse vendre ses voitures sur le marché des États-Unis, il doit démontrer au département du Trésor que ces voitures ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Alors déjà, les Cubains ne peuvent pas vendre leur nickel aux États-Unis, mais ils ne pourront pas le vendre à un monsieur qui est japonais. Donc imaginez le tissu de sanctions que cela représente, le réseau de sanctions que cela représente. Depuis 1992, un bateau qui jetterait l'ancre dans un port cubain, eh bien, durant 6 mois, il ne pourrait pas toucher, accoster à un port des États-Unis. Donc, imaginons monsieur qui dispose d'une flotte de transport et qui a l'habitude de faire du commerce dans la région des Caraïbes, donc surtout avec les États-Unis, 70% de son commerce se fait avec les États-Unis, et puis 30% avec Cuba, la Jamaïque, la République dominicaine, etc., Haïti. Eh bien, quand les Cubains vont solliciter, monsieur, rappelons le caractère insulaire de Cuba, une grande dépendance des transports. Quand on va solliciter, les Cubains vont solliciter, monsieur, pour qu'on transporte de la marchandise cubaine de l'Europe vers Cuba, au lieu de faire payer le tarif normal qui est de 100, il va exiger des Cubains de payer 600 ou 700, en expliquant aux Cubains que, eh bien, son bateau qui transportera de la marchandise cubaine sera immobilisé pendant 6 mois et donc il perdra beaucoup d'argent. Donc vous voyez les difficultés que cela impose aux Cubains. Et là encore, les sanctions économiques affectent les catégories les plus vulnérables de la population. Les enfants, les femmes et les personnes âgées. L'entreprise Sikli est devenue américaine et entretenir les appareils Sikli à l'ambassade de Cuba en France. Un autre exemple. Alors là, j'ai évoqué les aspects rationnels des sanctions économiques.
où on voit vraiment, moi j'ai du respect dans le sens purement formel. Je respecte la capacité des États-Unis à être efficaces quand ils veulent faire du mal à quelqu'un. Parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons. D'un point de vue technique, hein, pas d'un point de vue moral, d'un point de vue technique, j'ai quand même de l'admiration pour eux. Parce que quand ils veulent faire mal à quelqu'un, ils font vraiment mal. Évoquons maintenant un aspect irrationnel des sanctions économiques. Depuis 2005 et l'application stricte des lois de l'OFAC, donc du Bureau de contrôle des biens étrangers, qui dépend du département du Trésor, un Cubain, monsieur l'ambassadeur, ici, légalement ne peut pas aller, alors il n'ira pas parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît la cuisine et il ne va pas manger n'importe où, ne peut pas manger un hamburger chez McDonald's parce qu'il est d'origine cubaine. Il est cubain, pardon, il est cubain. Un touriste américain ne peut pas boire un verre de rhum Havana Club dans un bar français. Parce qu'il s'agit là de commerce avec l'ennemi. Alors c'est le côté irrationnel des sanctions économiques, parce qu'il est humainement et matériellement impossible de mettre un agent du département du Trésor derrière chaque citoyen américain, mais ça montre l'obsession des États-Unis à l'égard de Cuba. Le caractère obsessionnel de ces sanctions. Autre application extraterritoriale des lois. En janvier 2007, une délégation cubaine a été expulsée d'un hôtel en Norvège. Tout simplement parce qu'elle était d'origine cubaine et que l'hôtel en question appartenait à une multinationale états-unienne. Donc là, application illégale, extraterritoriale, d'une loi des États-Unis en Norvège. Alors là, en bafouant la souveraineté de la Norvège, en bafouant les lois antidiscrimination, etc. Même chose en Angleterre en avril 2007. En Autriche, en avril 2007 toujours, des Autrichiens d'origine cubaine, du jour au lendemain, ont vu leur compte en banque fermé dans une banque, parce que cette même banque avait été rachetée par une multinationale états-unienne. Donc du jour au lendemain, on leur a dit non, vous ne pouvez plus avoir de compte dans cette banque. Merci beaucoup à tous pour venir ce soir d'un jour de congé payé. Au commencement, nous étions un peu de peur pour appliquer ce soir, mais Salim nous a répondu de la manière qu'il toujours fait les choses et que c'était une bonne soirée pour venir ici. Encore une fois, il avait des raisons. Je pense qu'on a fait des explications ici, on a fait des rapports très bons et on a fait un débat très vif à ce sujet. Et moi seulement, je dois vous inviter à lire les livres. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui. Par exemple, sur le silence, sur les murs de silence. On célèbre la chute des murs, mais le mur de silence est chaque fois plus gros. Et c'est pour ça qu'il faut combattre contre les murs, les pousser et les faire des trous par tous les côtés. Parce qu'il faut la lumière de la vérité à la fin va sortir. Il y a des autres exemples de choses qu'on est en train de faire à Cuba qui sont toujours exemples à la presse. Et on a commenté ici la situation de la coopération internationale que Cuba offre aux autres pays. Et moi je me rappelle qu'un jour on est en train de faire, j'étais en Espagne, il y avait des maisons, on est en train de faire, quelqu'un m'a dit quelle est la valeur, combien ça coûte. C'est très difficile de dire combien ça coûte une vie qui est sauvée.
c'est très difficile de dire qu'il y a un enfant qui a été sauvé d'une personne qui a récupéré la mission. Ça convient, quelle est la valeur de cette information? C'est une chose que c'est très difficile. Avec une préface de l'immense Nelson Mandela, cet ouvrage de référence implacable est une arme très efficace contre la désinformation, à consommer sans modération. Qui stipule que tout Cubain qui entre légalement ou illégalement aux États-Unis le 1er janvier 1959 ou après, obtient automatiquement, au bout d'un an, le statut de résident permanent, l'accès, une aide pour trouver un travail et une aide pour trouver un logement. Alors il s'agit là bien évidemment d'un formidable facteur objectif d'incitation à l'immigration illégale. Au vu de cette réalité, prenons la réalité des dernières statistiques, la réalité de l'immigration cubaine pour 2006, donc les derniers chiffres de 2006. On pourrait penser qu'au vu de la situation pré-révolutionnaire de 1959, second rang, sur le continent américain, au vu de la réalité des sanctions économiques imposées, qui constituent un premier facteur d'incitation à l'immigration, au vu de la loi d'ajustement cubain, unique au monde, qui constitue un second facteur d'incitation à l'immigration illégale, on pourrait donc penser que Cuba a dépassé désormais le Mexique et occupe le premier rang. Eh bien, il n'en est rien, selon la réalité des chiffres. Cuba n'occupe pas le premier rang, c'est toujours le Mexique qui occupe le premier rang pour les mêmes raisons que j'évoquais précédemment. Cuba n'occupe plus le deuxième rang, Cuba n'occupe pas le 5e rang, mais uniquement le 10e rang. Parmi les nombreuses personnalités présentes, il y avait Son Excellence, M. Miguel d'Acosta, ambassadeur de la République d'Angola, le vice-consul de la République dominicaine, Son Excellence, M. Jesús Arnaldo Pérez, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela. Avec la réponse de Ramon Chao. Le père du chanteur Manu Chao. Alors j'ai commencé à comprendre. Surtout qu'il y a 3 ou 4 jours, j'ai reçu une coupure de presse dans le journal de Panama, El Día del Panama. Padre de Manu Chao publica novela. Il dit, après, il y a une vingtaine de lignes, il ne dit pas mon nom, ni le titre du roman. Hein? Alors, je suis une célébrité anonyme. Il y a pas longtemps, j'ai assisté à une table ronde à la télévision avec François-Olivier Gisbert, etc. Il y avait Jacques Lang, il y avait Valls, Manuel Valls, il y avait une ministre, etc. Et c'était pour moi, j'étais allé pour attaquer le livre de Rafi. Rafi était là, etc. Et à la fin, François-Olivier Gisbert dit, bon alors, là, nous avons eu avec nous Jacques Lang, Ramon Chao, le fils de Manu Chao. Alors ça c'est pour vous. Alors je comprends très bien que Internet se soit, enfin, il ne soit pas trompé, qu'il ait repris tous ces, avec la puissance du père de Manu Chao. En fait, je l'ai aidé finalement à mis les choses au point parce qu'elle a dit qu'il est ami de Cuba. Et ça c'est, je suis et j'aime Cuba depuis 50-70 ans.
depuis ma naissance. Je l'aimais beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Mais plus tard, j'ai découvert que j'étais le petit-fils d'un ex-ministre cubain, Mario García Colli. Et moi, je descends de Cuba. Et ça explique mon amour de Cuba et l'amour de mes fils pour Cuba. Manu et Antoine, ils adorent Cuba. Donc, je n'ai pas de mérite. Je suis ici, je n'ai pas de mérite, mais je comprends pourquoi. C'est lui qui a du mérite, c'est lui. Parce que lui, il n'a pas de raison pour aimer Cuba. Pas plus que d'autres pays, pas plus que le tien, par exemple. Hein? Mais ça prouve son sens de la morale. Je ne dis pas de la morale journalistique, parce que le journalisme, il faudrait en parler. Mais de son sens de la morale, avec la tête qu'il a. Par l'immigration aux États-Unis ou ailleurs, non? Alors, pas plus qu'avant 1959. moi je m'étonne souvent qu'un tel postulat assommé à maintes reprises ne soit pas corroboré par la réalité des statistiques qui sont libres et disponibles pour la période allant de 1820, je répète, jusqu'à 2006. Donc on pourrait très bien comparer la réalité de la problématique migratoire avant 1959 et après, et voir si effectivement depuis 1959 il y a une volonté de la part des Cubains de quitter le pays. Quand on effectue cette comparaison, on en arrive exactement à l'inverse, à la conclusion exactement inverse que celle effectuée par les médias. Puisqu'au vu des statistiques, il y a 9 pays sur le continent latino-américain qui envoient plus d'émigrants vers les États-Unis que Cuba. Alors qu'il n'y a chez ces pays-là aucun facteur objectif d'incitation à l'émigration, légale ou illégale. Dans le cas de Cuba, il y a un premier facteur objectif, comme je l'ai dit, qui sont les sanctions économiques, qui disposent d'un caractère anachronique, obsolète, cruel, car elles affectent toutes les catégories, et notamment les catégories les plus vulnérables de la population, et inefficace dans la mesure où le but du départ, qui consistait à renverser le processus révolutionnaire cubain, a été un échec total. Ces sanctions, donc, rendent la situation... D'abord, ces sanctions sont le principal obstacle au développement économique du pays. Et donc, elles rendent la situation pour tous les Cubains très difficile. Donc, objectivement, il y a là une incitation à l'émigration. Ensuite, le second facteur unique, là encore, sur le continent américain, mais même au niveau mondial, c'est la loi d'ajustement cubain, qui, je le répète, est une loi unique au monde. Seuls les Cubains bénéficient d'une telle loi. Cette loi stipule qu'un Cubain qui émigre légalement ou illégalement, pacifiquement ou par la violence, obtient automatiquement manque de légitimité du gouvernement de La Havane. Le problème, c'est que quand les médias assènent un tel postulat, ils ne le confrontent jamais avec la réalité des chiffres et la réalité des statistiques. Pourtant, les statistiques concernant l'émigration cubaine existent pour la période allant de 1820 à 2004. Donc, on peut effectuer aisément une comparaison. Quand on effectue cette comparaison, ça remet bien évidemment rapidement en cause le postulat de départ.
Prenons les statistiques de 1959. Avant 1959, donc Cuba était un petit pays de 6 millions d'habitants, et occupait, ce pays de 6 millions d'habitants occupait le second rang du continent américain en termes d'émissions migratoires vers les États-Unis. Les États-Unis imposent des sanctions économiques à Cuba, donc il s'agit là du premier facteur objectif d'incitation à l'émigration. Étant donné que la situation économique cubaine devient plus difficile, il y a donc une certaine propension de la population à être tentée par l'émigration. En 1966, en novembre 1966, le Congrès des États-Unis a adopté ce que l'on appelle la loi d'ajustement cubain, alors qui est une législation spéciale, une loi très courte, hein, d'une page et demie, si ma mémoire est bonne. Avec l'intelligence, avec son sens de l'organisation des arguments, etc., il aurait fait carrière. Je ne dis pas à la CIA, mais avec des gens qui vont à l'encontre et qui provoquent tout ce que tu attaques maintenant. Tu ferais carrière. Tandis que là, non. Là, j'ai dit, et enfin, je l'ai écrit, etc., que malheureusement, ce que les médias ne vous diront jamais, bien sûr que non, mais même s'ils le disent, non, ne le disent pas. Mais il y a une telle force contre Cuba et contre que ton livre nous sert à nous, surtout, à moi ça me sert beaucoup. Parce que moi je parle beaucoup dans les réunions, sur Cuba, sur Venezuela, etc. Et tous les arguments de ce livre, je les file au public. Alors dites-moi quelque chose contre Cuba. Ils me disent, les droits c'est pareil. Et je sors toujours ça. Dites-moi Chavez, et je sors la liberté de presse. La liberté de presse ici, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est ça, ça sert plus qu'à ce que la presse parle, parce qu'elle ne va pas parler. Elle ne va pas parler, je suis désolé, mais peut-être ici, je ne sais pas, les rouges à oreilles, etc., ça servira. Donc, je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour Cuba, pour l'Amérique latine en général, hein, pour l'Amérique latine. Et je suis galicien, mais je suis espagnol, mais je suis surtout latino-américain. Et comme disait Lorca, pour être un bon espagnol, il faut être latino-américain. Voilà. Non, un chapitre simplement. Un chapitre. Un